Donc Visa est une société de technologie. Grâce à notre réseau de paiement, nous connectons à travers le monde les consommateurs, les entreprises, les instituts financiers et les gouvernements pour leur permettre d'effectuer des paiements digitaux. Merci Niki. Je vais me retourner vers Arnaud. Arnaud Bernet, vous êtes chez American Express France, donc est-ce que pareil, vous pouvez vous présenter et situer rapidement l'activité d'American Express? Oui, bien sûr, Sandrine, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. C'est la phrase d'introduction en général. Parfait, donc déjà, merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence et de cette table ronde en particulier. Donc oui, moi je suis directeur commercial donc, pour la division entreprise chez American Express. Et American Express est organisé en fait en trois grandes business units, on va dire, en unités spécifiques. Donc vous en avez une qui est dédiée aux commerçants, une qui est dédiée aux clients particuliers et une qui est dédiée aux clients entreprises, et c'est celle que je représente aujourd'hui. Merci Arnaud. Je vais passer la parole à Maxime Imbert d'Airplus International. Alors même question, Maxime. Bonjour à tous. Pareil, je vais poser la même question qu'Arnaud. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Super. Écoutez, ravi d'être présent aussi aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, Maxime Imbert, responsable des ventes stratégiques pour Airplus en France. Airplus étant une société allemande et un émetteur de cartes logées, cartes virtuelles et cartes corporate dans plus de 50 pays dans le monde. Merci Maxime. Je vais passer la parole à Olivier Gilbert d'HSBC. Donc, pareil, Olivier, pourriez-vous vous présenter rapidement? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien également. C'est, je pense, la question que tout le monde se pose. Alors, moi, je suis Olivier Gilbert, donc je suis en charge du secteur public pour le segment de cash management d'HSBC, donc qui est une banque. Et à ce titre, nous émettons et nous fournissons l'ensemble des moyens de paiement qui sont connus et reconnus aujourd'hui sur la place mondiale, sachant qu'HSBC est une banque internationale. Merci Olivier. Je vais me retourner vers Tristan Le Tourtre de chez Moonguard. Donc, même question, Tristan. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Tristan, je suis président de Moonguard. Alors, Moonguard, c'est une société un peu plus jeune que tous les prestigieux panélistes de cette conférence. Moonguard, on propose des cartes de paiement corporate ainsi que des cartes mobilité à destination des entreprises de toute taille et des entités publiques. Merci Tristan. Et après ce panel d'émetteurs de solutions, nous accueillons un acheteur public qui a bien voulu participer à cette table ronde. Bonjour Xavier de Nassau de Lucans, donc en quelques mots. Oui, bonjour Sandrine et merci pour l'invitation. Je crois que nos interlocuteurs connaissent aussi un peu Lucans à travers des confrères qui ont participé ce matin à d'autres tables rondes. Moi, je me présente, Xavier Denacieux, acheteur pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Et en l'occurrence, pour cette table ronde, je représente, je porte un marché sur la carte achat. Donc, je vous expliquerai effectivement ce qu'il en est chez nous, acteurs publics. Merci Xavier. Alors, pour commencer cette première partie, on voulait refaire un point sur la situation actuelle. On en a déjà parlé ce matin, mais c'est effectivement important d'y revenir. La période a fait ressortir finalement, après cette crise sanitaire et ce choc économique, ça a mis en exergue les moyens de paiement comme des outils indispensables pour permettre déjà une continuité d'activité dans les organisations, puisque c'est un moyen digital d'approvisionnement et qui a permis à de nombreuses structures publiques de continuer à s'approvisionner. Et puis, les moyens de paiement sont aussi un soutien très important au niveau économique pour les entreprises. Alors, je vais me retourner vers Arnaud. Arnaud, on sait que American Express accompagne beaucoup d'entreprises au quotidien. On sait que la crise économique, notamment lors du premier confinement en mars, les a durablement et considérablement touchés. Pouvez-vous nous décrire les solutions que vous déployez pour répondre aux besoins finalement des différentes structures? Oui, bien sûr. Donc, American Express, comme toutes les entreprises, a subi et continue à subir cette situation.
Néanmoins, nous, en mars l'année dernière, on a accueilli cette crise, on va dire, avec pragmatisme et détermination. Et on est parti du principe que notre objectif, c'était évidemment de protéger toutes les parties prenantes pour American Express, à savoir, bien évidemment, les collègues et donc nos clients. On part du principe que pour servir correctement nos clients, il faut que nos collègues soient évidemment, on va dire, dans une situation confortable aussi, malgré la situation. Donc en fait, dès le mois de mars et dès la semaine suivante, ce fameux confinement, on a réussi à mettre l'ensemble de nos employés en France en travail à domicile avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler correctement. On a fait le choix, donc ça représente quand même 700 personnes en France. On a fait le choix également d'assurer 100% de continuité du travail, de ne pas avoir recours non plus au chômage partiel. Et tout ça nous a permis en fait de pouvoir éviter toute interruption de service auprès de nos clients. Donc ça, c'est un point important. En ce qui concerne nos clients spécifiquement, dès le mois de mars l'année dernière, on a mis en place une équipe de 250 conseillers téléphoniques pour pouvoir répondre aux interrogations les plus pressantes de nos clients qui pouvaient nous appeler, quels que soient les motifs. Il y avait de nombreuses interrogations l'année dernière au mois de mars, il y en a encore aujourd'hui. Mais donc cette équipe-là a été mise en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre à toutes ces attentes-là. Plus spécifiquement pour nos clients entreprises, on a été en mesure en fait de pouvoir indiquer à nos clients en fait quels étaient leurs collaborateurs utilisateurs de cartes Amex, où ils se situaient géographiquement dans le monde, et donc de pouvoir participer au rapatriement de ces collaborateurs lorsque c'était jugé nécessaire par les entreprises clientes. Et puis enfin, pour faire un petit mot sur la partie évidemment, on va dire trésorerie ou difficulté de paiement, American Express, de manière générale, accorde des délais de paiement jusqu'à 45-60 jours sur ces moyens de paiement, quels qu'ils soient. Et en fait, lors de ce premier confinement et ensuite, on a accordé aux clients qui le souhaitaient, qui nous en ont fait la demande, la possibilité d'étaler leur paiement dans le temps jusqu'à 60 jours supplémentaires, et ça sans frais. Ce qui veut dire que pour les clients qui nous en ont fait la demande, ils ont pu bénéficier jusqu'à 100 jours de délai de paiement pour pouvoir faire face à leurs difficultés de trésorerie. Et nombreux ont été les clients qui ont pu bénéficier de cette offre. Voilà. Merci Arnaud. Donc on vient de le voir effectivement, les émetteurs de solutions ont été un appui et sont toujours un appui très important pour leurs clients. Niki, de votre côté, pourriez-vous nous dire quel a été le rôle de Visa tout au long de ces derniers mois? Oui, Sandrine. Alors, Visa joue un rôle dans la transformation globale qui s'est opérée sur la manière de payer et d'être payé. Les paiements digitaux ont connu une forte progression ces derniers mois, avec d'une part l'augmentation du commerce en ligne. Pour illustrer mes propos, le pourcentage de commerçants qui vendent pour la première fois en ligne est passé de 27 à 43% depuis le mois de juin dernier. Et d'autre part, l'accélération du paiement sans contact, qui a été encouragée notamment par l'heureuse décision prise par 29 pays en Europe d'augmenter le plafond des paiements sans contact par carte. Et pour donner une idée de grandeur, Visa a traité 850 millions de paiements effectués par carte et sans contact entre avril et décembre 2020. Aujourd'hui aussi en Europe, 75% des transactions au point de vente sont sans contact, que ce soit par carte ou par téléphone mobile. Et donc du coup, le rôle de Visa dans ce contexte, c'est déjà d'assurer la sécurité des paiements, c'est quand même notre cœur de métier, et puis d'aider au déploiement des terminaux sans contact, des cartes et des supports mobiles. Après, il y a un autre aspect qui est très important aussi dans notre rôle et qui rejoint les propos d'Arnaud au sujet des mesures d'accompagnement aux entreprises. Chez Visa, ça s'est particulièrement concrétisé par le lancement d'un programme pour aider 8 millions de petites entreprises en Europe impactées par la crise sanitaire. Alors pourquoi les petites entreprises? Parce qu'en fait, elles sont la colonne vertébrale des économies. Elles créent des emplois, elles encouragent l'innovation et elles ont eu à faire face à 3 grands défis. Le premier, c'était d'assurer une présence en ligne. Le deuxième, de s'approprier les paiements digitaux. Et en 3, de valoriser leur ancrage local en revitalisant virtuellement des centres-villes. Du coup, je peux citer des partenariats et des campagnes que nous avons mis en place en France avec des acteurs tels que Payplug et Shopify pour faciliter la création de sites e-commerce. Parce que du coup, le commerce en ligne a permis la survie d'un grand nombre de commerçants et va continuer à prendre de l'ampleur. Merci Niki. Donc, on voit effectivement que les solutions de paiement
sont des solutions qui sont extrêmement importantes et qui ont révélé, malheureusement ou grâce, finalement, qui ont été révélées grâce ou malheureusement à cette pandémie. Les acteurs se sont mobilisés et dans l'achat public, les moyens de paiement, notamment pour les clients publics ou les opérateurs économiques qui répondent à des marchés, ils vont prendre de plus en plus une ampleur très importante. Ils deviennent une condition de marché qui est extrêmement importante. Arnaud, la crise sanitaire malheureusement continue à perdurer. Finalement, comment American Express soutient ses clients du secteur public et leurs fournisseurs? Oui, c'est un vaste sujet en effet. Et je vais rebondir sur un mot que j'ai évoqué dans ma première intervention qui concerne tout ce qui est délai de paiement. Aujourd'hui, on a beaucoup de relations évidemment avec les dirigeants d'entreprise qui peuvent être donc fournisseurs notamment du secteur public et qui nous font part de l'importance pour eux du respect des délais de paiement. 86% d'entre eux, on a mené une étude sur ce sujet-là en 2020, 86% d'entre eux estiment que le respect des délais de paiement est indispensable à la bonne santé de leur entreprise. Et vous en avez 57% d'entre eux qui, en 2020, ont dû faire face à des retards de paiement et plus de 30% même qui ont dû faire face à des impayés. Donc évidemment, dans la situation dans laquelle on est, c'est un vrai sujet complexe. Si je fais un focus sur la partie demande publique, le médiateur des entreprises a été évidemment saisi et 35% des demandes qui arrivent chez le médiateur des entreprises concernent la demande publique. Donc, évidemment, c'est important que le secteur public dans son ensemble puisse bénéficier des bons outils, des outils adéquats pour pouvoir régler dans les temps ses fournisseurs. Et American Express, comme institution financière, doit pouvoir accompagner les entités publiques pour pouvoir respecter ces délais de paiement. Donc, c'est notre objectif. Et alors, si je prends un exemple comme par exemple la carte logée, mais l'ensemble de nos moyens de paiement qu'on propose aux entités publiques, qu'elles soient carte corporate, carte d'achat, etc., proposent des délais de paiement qui vont faire en sorte que l'entité publique va pouvoir d'ores et déjà procéder à tous les contrôles nécessaires avant les paiements et tout ça de telle manière de pouvoir respecter ces délais de paiement. La carte logée, par exemple, donne aussi d'autres avantages que le délai de paiement qui vont pouvoir être utiles à l'entité publique et donc à son fournisseur. C'est un seul relevé, un paiement unique, c'est des moyens de contrôle sur l'ensemble des dépenses qui passent sur ces moyens de paiement. C'est également un flux de réservation jusqu'au paiement unique qui va pouvoir faciliter tous ces éléments. Donc, il est clair que pour les fournisseurs du secteur public, et on peut penser aux agences de voyage en ce qui concerne la carte logée, ça va vraiment être un plus puisque ça va leur permettre, en fait aux entités publiques de payer dans les temps et donc aux agences de voyage de pouvoir pouvoir avoir une trésorerie conséquente et en tout cas ne pas avoir de difficultés de paiement, et ce qui est essentiel dans les temps qui courent. Et ce modèle, on est capable bien sûr de l'appliquer sur d'autres industries. Je pense par exemple au travail temporaire ou à d'autres familles d'achat qui rentreraient dans par exemple un appel d'offres de la carte d'achat de Lucans, par exemple. Merci Arnaud. On vient d'évoquer la carte logée. On a parlé ce matin un peu du monde du déplacement. Maxime, la carte logée est un moyen de paiement qui est quand même extrêmement utilisé, notamment par les agences de voyage. Et on vient de le voir, c'est un levier très important en matière de soutien économique pour les agences de voyage. Mais du point de vue d'un compte public, est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement quels sont les principaux atouts qu'a une entité publique en utilisant la carte logée? Oui, bien sûr, Sandrine. Donc, merci déjà pour la question. Et en plus, il est vrai qu'en plus de l'aspect portage de trésorerie qui a été bien évoqué juste avant par Arnaud, on va retrouver d'autres avantages qui vont être justement liés à cette carte logée. J'en ai deux qui me viennent en tête assez rapidement. Le premier, forcément, c'est la consolidation de données. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est énormément sollicité par nos clients existants et d'où l'intérêt aussi d'avoir des vrais partenariats avec nos clients, de consolider un maximum de dépenses sur la carte logée. Donc, on est très souvent sollicité pour consolider la donnée
justement sur de nouveaux acteurs, en plus de tout ce qui est agent de voyage, billetterie, donc au niveau ferroviaire, aérienne, mais aussi hôtellerie, d'aller aujourd'hui sur de nouvelles catégories de dépenses, comme par exemple les VTC, le taxi, l'événementiel aussi avant le Covid qui était très demandé. Et donc tout ça, en fait, la carte logée aujourd'hui permet justement d'avoir une consolidation. Pourquoi? Simplement grâce au relevé d'opération. Ça nous permet d'avoir un relevé unique avec justement un flux qui est unique. Donc forcément un relevé avec l'ensemble des opérateurs et des fournisseurs de l'entité publique qui du coup va être payé en une seule fois et de façon centralisée. L'avantage aussi qu'on a derrière la carte logée, c'est la qualité de données qu'on va retrouver, puisque derrière on est sur de la donnée de niveau 3, donc qui est un niveau de données excessivement fin, qu'on va retrouver justement avec du détail avec la TVA, mais aussi des champs analytiques, donc vraiment du détail facture. Donc, je pense par exemple au centre de coût, au matricule, mais également à l'ordre de mission qui est excessivement important pour les entités publiques. Et donc, tout ça, en fait, on va le retrouver sur l'Europe, sur le relevé d'opération. Et ça, c'est un vrai plus pour les entités publiques. Derrière tout ça, forcément, on a aussi ce relevé qui peut être intégré dans les outils qui ont été choisis par l'entité publique, donc Chorus Pro, mais on peut aussi penser à d'autres logiciels qui peuvent être choisis par ces entités-là. Et donc, finalement, on va se retrouver avec une traçabilité de la réservation au paiement et donc à l'émission du relevé qui va être parfaite puisqu'on va retrouver justement cet ordre de mission qui a été émis au moment de la réservation à la fin dans le relevé d'opération. Donc c'est excessivement important puisque du coup on peut avoir l'ensemble des informations sur un seul relevé et qui peut être ensuite intégré dans les outils. Enfin, le deuxième point qui me vient aussi à l'esprit, c'est la visibilité des dépenses. Comme je vous l'ai dit, avec la donnée de niveau 3, forcément on va aller récolter des informations qui vont être très intéressantes auprès des fournisseurs. Donc, je peux vous donner par exemple plusieurs exemples que j'ai préparés à ce niveau-là. C'est vous dire aujourd'hui, par exemple, sur les compagnies low cost, tous les frais ancillaires qui vont être consommés. Donc, quand je dis frais ancillaires, ça va être les bagages, les sièges supplémentaires qui vont être réservés. Derrière également, on a toute la partie aussi sur justement… comment ils s'appellent nos amis de chez Iberis? Oui. Maxime n'a plus de micro. C'est bon, ça doit être revenu normalement. Merci Sandrine. Donc derrière, je parlais également de la partie location de voiture, où aujourd'hui, on va pouvoir vous dire sur des reportings qui, par exemple, a remis de l'essence dans la voiture ou non. Donc ça permet aussi pour vous d'avoir une bonne visibilité sur la politique voyage et de vraiment contrôler l'ensemble des flux et derrière d'avoir accès à la donnée. Donc voilà les deux bénéfices supplémentaires que je mettrai en avant aussi sur cette partie carte logée. Merci Maxime. Donc on a évoqué tout à l'heure un petit peu la carte achat et on vient d'évoquer assez longuement la carte logée. Olivier, en matière de carte logée ou de carte achat, selon vous, finalement, quels bénéfices, est-ce qu'il y a des gains, des bénéfices complémentaires qu'apportent ces outils ? Alors effectivement, on peut considérer qu'il y a des bénéfices complémentaires à l'utilisation d'une carte à la fois achat ou d'une carte logée. Alors Arnaud et Maxime ont très bien évoqué et énoncé les principaux avantages, c'est-à-dire le relevé unique mensuel, l'automatisation du traitement et l'intégration des données dans les ERP. Mais on pourrait également mentionner le fait que l'utilisation de ces cartes est aussi une réduction de coûts à la fois sur le traitement de la commande, mais aussi sur la facturation et la partie comptable générée justement par l'utilisation de cette carte. J'en veux pour preuve des études, et notamment une étude de la PK, qui évalue un petit peu le coût du traitement d'une commande sans carte et du traitement d'une commande avec carte. On a un écart quand même de 60%. C'est-à-dire qu'on considère que le traitement de la commande coûte à peu près 70 € sans carte et seulement 28 € avec une carte. Le traitement de la facturation, c'est similaire et pareil finalement, puisque le traitement de la facture sans carte et son traitement avec carte, là pour le coup, le gain ou la réduction de coût, comme vous voudrez, est de l'ordre de 63% selon cette étude, et on est plutôt sur du 20 € pour le traitement d'une facture sans carte et à 7 € pour le traitement d'une facture avec carte. Donc quelque part, en plus de toute cette automatisation, de cette dématérialisation,
on arrive à avoir un gain économique à la fois sur la commande et sur la facture. En plus de ça, sur la carte logée, on pourrait ajouter aussi quelque part un effet de levier sur la négociation des différents acheteurs avec leurs fournisseurs de voyage, par exemple. À partir du moment où vous avez réussi un gain de productivité ou une réduction de coûts sur l'administratif, vous êtes et vous pouvez être à même de discuter avec l'agence de voyage, par exemple, pour obtenir également des réductions sur ce que vous pourriez prétendre comme service ou avoir des services additionnels, parce que justement, l'utilisation de cette carte est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des partenaires. Merci Olivier. Donc, on vient d'évoquer effectivement un certain nombre d'avantages et de bénéfices apportés par ces solutions de paiement. Les cartes logées, les cartes achats sont implantées depuis de nombreuses années dans le secteur public. Et si on devait faire un bilan, et notamment sur la partie mobilité, carte logée, Tristan, pourriez-vous nous dire finalement quelles évolutions a vu le secteur de la mobilité publique ces dernières années? Oui, Sandrine, effectivement, dans la mobilité, historiquement, sur ce type notamment de cartes mobilité, au fait, ce sont des cartes carburant dans le passé, puisque donc, les voitures se déplacent et il faut de l'essence. Donc, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là sur la partie acceptabilité de la carte pour qu'elle permettre de payer dans de plus en plus de réseaux. Je pense que le vrai sujet d'évolution de ce secteur, c'est l'évolution des moyens de transport, parce que ça ne vous a pas échappé qu'il y a une prise de conscience, notamment écologique. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les besoins s'orientent vers des moyens de paiement qui permettent, un peu comme la carte logée ou la carte achat, d'étendre de plus en plus d'usages. Dans le domaine de la mobilité, qui est un de nos produits chez Mooncard, effectivement, c'est comment j'ai une carte qui permet de prendre de l'essence, mais aussi des véhicules 100% électriques pour avoir des recharges, pourquoi pas du partage de flotte automobile, des billets de train, des trottinettes. J'espère qu'on va avoir de plus en plus d'agents sur des trottinettes, peut-être. En tout cas, la mobilité évolue. Oui, ça fait écho à la table ronde qu'on avait ce matin sur la mobilité, où justement Enterprise vous évoquait les nouvelles solutions de la mobilité, et il y avait le vélo et les trottinettes, Tristan. Voilà. Donc, à votre avis, Tristan, qu'apportent finalement les nouveaux usages de ces cartes comme bénéfice aux structures publiques? Pour l'agent public, nous, on voit par exemple des bénéfices et des cas extrêmement concrets, la liberté, j'ai envie de dire, de pouvoir prendre de l'essence un peu partout. On a déployé ces derniers mois, on est un peu plus jeune qu'un certain nombre d'acteurs autour de la table, mais on a un fort déploiement auprès d'entités publiques. On a équipé le Mont-Saint-Michel, qui me fait plaisir, moi étant normand. Et au Mont-Saint-Michel, ils avaient une carte de réseau, par exemple, où la station-service était à 20 km. Donc, pour faire de l'essence, vous avez 20 km aller, vous prenez de l'essence, vous revenez 20 km. Donc, c'est un peu dommage, c'est un peu des détours inutiles, ça crée un peu de pollution. Voilà, donc ce type de cas d'utilisation et de flexibilité a un impact sur le quotidien. On voit effectivement que le secteur public, finalement, est moteur dans des nouveaux usages sur la mobilité. Et pensez-vous, Tristan, que justement ces nouveaux usages ou ces avancées techniques vont également bénéficier au marché privé? Oui, oui, c'est un mouvement qui est, à mon avis, au niveau de la société, donc entité publique comme entreprise. Il y a beaucoup d'initiatives, d'ailleurs, d'annonces de mobilité de la part des constructeurs ou dans ce domaine-là. Moi, je suis ravi de constater que finalement les entités publiques montrent l'exemple sur ce sujet de transition écologique et sont un peu en avant sur les usages. Donc voilà, félicitons-nous de cet exemple donné par les entités publiques. Merci Tristan. Donc ce premier point, effectivement, permettait de faire un rappel. On a voulu mettre en avant finalement les cartes qui étaient les plus utilisées. Alors avant de passer à la deuxième partie, je vais diffuser un petit sondage en ligne. Donc je vais demander à l'ensemble des spectateurs qui nous écoutent de répondre au sondage. Alors je me lance parce que je ne suis pas une super technicienne. Donc je diffuse le sondage.
Voilà, donc normalement, vous avez le sondage qui est apparu sur vos écrans et je vous demanderai de voter. Voilà, je vais vous laisser quelques minutes pour que l'ensemble des panélistes votent. Et j'en profite pour dire à Benoît Onfray, qui est présent sur notre table ronde, de couper sa caméra. Alors, ça vote, ça vote, ça vote. Je vous laisse encore quelques secondes pour terminer les votes sur le sondage. Allez, encore un petit effort. Il me reste la moitié des conférenciers à voter. Je laisse encore quelques secondes. Nous sommes à 56% de votants. Je crois qu'il y a une question, Sandrine, qui demande on gagne quoi à la réponse à ce sondage? Ah, on gagne mon plus joli sourire. C'est magnifique. Formidable. On gagne le droit d'avoir la réponse ensuite au sondage. Allez, encore quelques secondes et on est à 60% de votants. Ce qui est très bien, mais on est plus de 200 à la table ronde, donc il y a quand même du monde, effectivement, le temps que tout le monde se vote. Et je vais bientôt mettre fin au sondage. Vous avez 10 secondes pour terminer le sondage. Je diffuserai les résultats tout à l'heure. Alors, si on reprend donc notre table ronde, on avait vu une première partie, effectivement. Merci à l'ensemble des participants d'avoir voté. Les usages avec un focus sur la partie carte achat et carte logée, enfin surtout carte logée, carte mobilité que vient de nous faire Tristan. Je voudrais revenir sur un produit qui est très utilisé depuis dans le secteur public, la carte achat. C'est un moyen de paiement qui était à disposition du secteur public depuis 2004, donc il est quand même assez ancien. Et là, je vais me retourner vers Xavier Denacieux de Lucans. Donc Xavier, Lucans et les caisses d'assurance de sécurité sociale utilisent depuis déjà pas mal d'années la carte achat. Donc je voulais savoir où vous en êtes sur ce marché et puis finalement, est-ce que vous pensez faire évoluer vos solutions de paiement? Alors oui, alors très utilisée, je sais pas. Les indicateurs, ou si elle est très utilisée, elle l'est par un nombre limité d'organismes. Effectivement, comme tu viens de le souligner, depuis une dizaine d'années, Lucans offre cette possibilité aux organismes de la Sécu, toutes branches confondues, branches et régimes, d'utiliser une carte achat pour leur quotidien. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, selon des indicateurs, c'est que, toutes les caisses n'adhèrent pas forcément systématiquement au marché de notre centrale, donc ne prennent pas la carte achat et cet outil qui a plein d'avantages, comme ça a été décrit précédemment. On reste chaque année sur à peu près 20 à 25% d'adhésion sur l'ensemble de nos organismes. Donc, c'est une réussite, mais somme toute mesurée. C'est une moyenne par an, alors avec une légère tendance à l'augmentation pour l'ensemble des caisses. Deuxièmement, on s'est aperçu, selon des indicateurs, que les caisses adhérentes à ces marchés détournent parfois, entre guillemets, pas l'utilisation de cette carte, soit pour des achats peu propices, soit des achats qui vont venir interférer avec certains de nos marchés. Dernièrement, j'ai pu constater dans certains organismes l'achat de billets d'avion, de train, voire d'hôtellerie, alors qu'on a un marché déplacement professionnel qui fonctionne très très bien. Donc il y a une vraie question là-dessus. Et la première question qui pour moi se pose, c'est est-ce qu'on doit continuer à utiliser la carte achat? Alors la réponse, elle est oui, parce que
on a des organismes qui l'utilisent et de façon massive. En 2019, je ne prends pas 2020 parce que l'année n'était pas complète, mais en 2019, on a quand même 22 000 transactions pour 3 millions d'euros répartis sur 90 organismes. Donc, on ne peut pas supprimer la carte d'achat comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir une réflexion et de se dire, est-ce qu'on continue à s'attacher à utiliser la carte d'achat, ou en tout cas la proposer, mais est-ce que derrière, on ne va pas se doter d'autres outils de paiement, parce que ces outils seront plus à même à répondre aujourd'hui aux besoins de nos organismes dans la performance d'achat, pour leur fonctionnement. Voilà, donc toute la réflexion, et c'est une réflexion qui, pour un acheteur, je pense, est naturelle, c'est-à-dire on fait un constat aujourd'hui, c'est que la carte achat, elle marche, mais peut-être que d'autres outils viendraient compléter cette carte via un autre marché, ou je ne sais pas encore, il faudrait construire tout ça. Et toute cette réflexion, aujourd'hui, on est en train de regarder autour de nous avec les intervenants qui sont présents ici, d'autant que, comme vous l'avez dit, il y a des acteurs traditionnels, mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui arrivent avec peut-être de l'innovation, des choses qu'on n'a pas encore très bien saisies. Et on va regarder tout ça, on va faire du sourcing. Je crois que ça a été un jeu de la table ronde ce matin. Et on va voir si on ne peut pas répondre de façon plus efficiente à nos organismes en se dotant d'autres outils de paiement, certainement peut-être plus juridiquement à même à répondre à nos contraintes de commande publique, ou parfois plus efficaces, que ce soit en termes de facturation, que ce soit en termes de facilité de commande. Donc c'est regarder un peu tout ce panel et d'étudier un peu tout ce panel pour le proposer à nos organismes. Voilà la réflexion qui me paraît une réflexion naturelle en tout cas. Merci Xavier. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est la maturité effectivement par rapport à cette utilisation. Et c'est effectivement l'intérêt justement d'avoir une solution de paiement, puisque l'étude qu'a fait Lucans, justement, ce sont les catégories de dépenses qui ont été faites par les différentes cartes qui permettent d'avoir une traçabilité, une visibilité sur plusieurs années, et du coup, comme le disait Xavier à l'instant, à un moment de se reposer la question sur finalement quelle solution pour quels usages au niveau de ma structure. Si on veut un peu plus loin, on a, vous l'évoquiez tout à l'heure, Xavier, la partie dépenses voyage, donc on va revenir un petit peu sur la carte logée. Je vais me retourner vers Maxime, puisque la carte logée est quand même moins utilisée dans le secteur public que la carte achat. Maxime, la carte logée, on l'a vu tout à l'heure, apporte des bénéfices pour le compte public, pour le compte dans lequel elle est logée, par exemple l'agence de voyage. Mais si on va un petit peu plus loin, donc quels sont les bénéfices pour le voyageur, pour les entités publiques? Et puis il y a quand même une question récurrente qui est très importante. Alors ça fait plusieurs questions dans ma question. Mais pour les comptes publics, c'est comment, grâce à cet outil, je peux me prémunir des fraudes? Merci Sandrine, on va répondre à toutes les questions du coup. Ça, en plus de tous les bénéfices qu'on a listés auparavant sur la carte logée, on a aussi des bénéfices qui vont s'appliquer à celle-ci, mais pas uniquement, finalement à tous les moyens de paiement. On a l'assurance aujourd'hui, qui est un élément extrêmement important aussi bien pour les voyageurs que pour l'entité publique. Donc le premier point, je dirais, c'est vraiment de répondre sur cette partie assurance, sur la partie voyage. Pourquoi? Parce que simplement aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui a une carte personnelle, et souvent on a des assurances dessus, mais on ne le sait pas forcément. Et c'est un peu finalement pareil aujourd'hui sur une carte logée, c'est que derrière vous avez des assurances qui vont couvrir beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément soit on va dire diffusées, soit communiquées par les entités publiques ou même par les organisations, même ce qu'on voit parfois au sein du secteur privé. Aujourd'hui, l'assurance va couvrir plusieurs domaines. Donc, vous allez avoir la partie plutôt assurance qui va couvrir des dommages financiers. Donc, je pense par exemple à une perte de bagages, un retard de vol. Mais on a aussi toute la partie assistance qui va aussi aider les voyageurs dans, par exemple, un rapatriement ou alors actuellement dans des situations assez compliquées de Covid, les assister pour justement à l'étranger pouvoir revenir plus facilement en France. On a aussi d'autres aspects qui peuvent être plutôt juridiques et pénals, notamment à l'étranger. Je vous prends l'exemple
Si jamais vous avez un accident de voiture qui implique un tiers à l'étranger, toujours bien de pouvoir être assisté à ce niveau-là. Et donc, les assurances vont être vraiment très larges et couvrir de nombreux domaines. J'ai fait mes devoirs aussi avant de venir ici. Et donc, j'ai demandé en interne aujourd'hui, sur nos 50 000 clients chez Air+, combien avaient utilisé l'assurance en 2019. Et donc, en 2019, j'ai pris cette année-là puisque c'était une année complète et on n'avait pas subi le Covid. On a eu 27 cas uniquement d'ouverts auprès de l'assurance. Ce qui, je pense, montre bien que finalement, on n'a pas aujourd'hui, on a beaucoup plus de cas, mais qui ne sont pas forcément abordés ou demandés par nos clients, puisque 27 cas sur 50 000 clients, on voyait bien que du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai effet de manque de communication de cette assurance auprès des voyageurs et des entités. Il y a un deuxième point aussi que je voulais aborder qui est excessivement important, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que la carte affaires aussi n'est pas forcément quelque chose qui est très développé dans le secteur public. Et pourtant, il y a aussi des assurances complémentaires sur la carte affaires. Aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs types de responsabilités sur la carte affaires, donc des responsabilités individuelles, mais aussi des responsabilités sociétés, donc des responsabilités sur l'entité publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peur des fraudes. Et c'est logique, puisqu'on n'a pas envie que de l'argent soit du coup engagé sans qu'on ait pu avant justement valider cette dépense. Globalement, c'est pareil, sur cette catégorie-là, il y a des assurances qui vont couvrir les usages abusifs. Donc finalement, aujourd'hui, on peut se dire que sur l'ensemble des moyens de paiement et en fonction des typologies d'achat qu'on peut faire, on va à chaque fois se retrouver avec une assurance derrière qui va couvrir de nombreuses choses et permettre aux entités de toujours s'y retrouver et donc aussi également aux voyageurs. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour des assurances. Il y a aussi des autres aspects qui sont liés à la réglementation qu'on va voir juste après avec Arnaud, mais on voit bien que cette partie assurance permet déjà de garantir les voyageurs et les entités publiques d'avoir un vrai service et une assistance derrière. Merci Maxime. Du coup, Maxime a fait quasiment la transition pour Arnaud. On vient de parler de fraude. Effectivement, on sait que les achats, les acteurs publics sont extrêmement réglementés. Donc, il faut vraiment avoir des solutions qui respectent ces réglementations. Arnaud, si je prends par exemple la solution de la carte logée, pourriez-vous nous dire quelles en sont les contraintes et comment vous y répondez? Alors, en fait, vous avez raison. Le secteur public impose un grand nombre de contraintes et c'est d'ailleurs une bonne chose. La plupart du temps, c'est pour pouvoir se prémunir de problématiques, par exemple, comme la fraude dont parlait Maxime auparavant. Il n'y a pas que la carte logée d'ailleurs. La carte d'achat également est très encadrée. La carte corporate, s'il y en a si peu aujourd'hui dans le monde du secteur public, c'est parce que elle ne répond pas dans bien des cas aux demandes du secteur public. Donc, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Donc, je pense que la première chose finalement pour répondre aux contraintes ou plutôt aux demandes du secteur public, c'est de bien connaître le secteur public. Donc, nous, ça fait 15-20 ans qu'on travaille maintenant avec des clients du secteur public, que ce soit des ministères, des EPIC, des entités locales ou territoriales. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne connaissance de leurs besoins, des demandes. On travaille également aussi avec des organismes type l'AIFE, la DGFiP, qui nous permettent aussi de mieux comprendre et finalement d'adapter nos solutions, puisqu'on a des solutions qui sont standardisées à la base, mais ces échanges en fait nous permettent d'adapter aux besoins qui sont ceux du secteur public, et donc d'apporter de l'innovation, d'apporter des changements et donc de pouvoir vraiment correspondre aux besoins du secteur public. Ensuite, plus spécifiquement pour revenir sur la carte logée, puisque c'est ce que vous évoquiez, Sandrine, dans votre introduction, on a mis en place en fait ce qu'on appelle un relevé d'opération qui était demandé, qui est demandé la plupart du temps pour ce genre de solution qui est la carte logée. Un relevé d'opération en fait qui va reprendre et relister l'ensemble des dépenses qui passent via une carte logée. Ce relevé d'opération en fait, il est construit de telle manière que l'agent comptable peut s'en servir pour faire tous les contrôles dont il a besoin pour ensuite effectuer le paiement. Donc, ce relevé d'opération n'existe pas dans le secteur privé, du moins pas sous la même forme. Donc, on l'a développé exprès. Et ce qui est magique avec ce relevé d'opération qui est donc validé par tous les organismes publics, c'est qu'il sert de justificatif de paiement. Et en ça, en fait, le secteur public est en avance sur le secteur privé, puisque avec un document, vous pouvez justifier des dépenses
de toute une entité pour un mois complet. Là où dans le secteur privé, vous êtes obligé de récolter, de collecter l'ensemble des factures, une à une, de faire la réconciliation pour pouvoir ensuite faire le paiement. Donc, en ça, quelque part, le secteur public est en avance grâce à cette réglementation dont vous parliez. Voilà, donc ça, c'est un grand plus. Ensuite, d'autres éléments qui permettent de se conformer aux besoins du secteur public, c'est le fait que tout ça, c'est dématérialisé de bout en bout, c'est-à-dire que la facture va être dématérialisée, le relevé d'opération est dématérialisé, tout ça est intégré dans Chorus, par exemple. Le paiement est également dématérialisé et ça correspond véritablement aussi à la demande du secteur public. Voilà, et puis quelques économies aussi, Maxime en parlait, la partie assurance qui n'est pas assez utilisée, mais quelque part peut-être tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas tant de besoin que ça, mais ça veut dire qu'il y a aussi des économies qui sont à faire en plus de toute cette réglementation. On peut évoquer aussi tout ce qui est reporting, je crois que c'est Olivier tout à l'heure qui en parlait, parce que finalement avoir une visibilité exhaustive de ces dépenses, ça permet aussi d'avoir des conversations factuelles avec ses fournisseurs pour savoir là où finalement il y a peut-être des économies à faire. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui permettent en fait d'échanger et de bien connaître les besoins. Merci Arnaud. Alors, restez là, puisqu'on enchaîne toujours avec vous. On se met au point réglementaire. Bon, il y a un gros point, effectivement, qui pose pas mal de questions en termes de sécurisation des paiements, hein, puisque la sécurisation des paiements est quand même quelque chose qui est très important. Arnaud, bien évidemment, American Express respecte l'ensemble des évolutions réglementaires et a à cœur d'être parfois plus exigeant que ce qu'impose la réglementation. Il y a eu une grosse évolution, hein, c'est cette fameuse directive européenne PSD2. Pourriez-vous nous en parler, nous donner les contours de cette directive et finalement ce que vous mettez en place pour accompagner vos clients? Oui, alors tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai la chance chez American Express d'avoir deux casquettes. J'ai la casquette directeur commercial que j'ai évoqué au début, et j'ai aussi la casquette réglementation. Donc je suis en charge des équipes chez American Express dont le métier c'est de faire en sorte que nos produits s'adaptent et se conforment aux réglementations européennes et nationales. Donc la PSD2 que vous évoquiez, Sandrine, c'est une réglementation européenne. Je vais essayer de simplifier le sujet qui est un peu technique. Pour faire simple, c'est une réglementation dont l'usage et l'objectif, c'est de protéger le consommateur et de faire en sorte que les transactions soient plus sécurisées et qu'il y ait moins de fraude. Voilà, ça c'est l'objectif principal de cette réglementation. Comment ça se traduit dans les faits? À chaque fois qu'un utilisateur, et ça c'est en marche depuis 2020, donc c'est aujourd'hui déjà en place, à chaque fois qu'un utilisateur veut utiliser sa carte, notamment chez les commerçants e-commerce, dans le e-commerce, on va lui demander deux choses importantes sur les trois suivantes. D'abord, il doit être capable de connaître une chose en particulier, donc par exemple un mot de passe. Il doit être capable de posséder quelque chose en particulier, donc par exemple une carte de paiement. Et enfin, il doit pouvoir présenter quelque chose qui est inhérent à lui-même, donc par exemple une empreinte digitale, une reconnaissance vocale. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une authentification forte qui est demandée par la réglementation, il devra pouvoir présenter deux de ces facteurs-là. Donc évidemment, c'est assez complexe à mettre en place et il y a des risques, notamment que la transaction soit perdue en cours de chemin parce que soit le commerçant, soit le titulaire n'est pas prêt à faire ça. Donc ça, ce sont les enjeux. Alors, je vous rassure, il y a un certain nombre de produits comme la carte logée, comme la carte achat, qui sont exemptés de ce protocole-là, PSD2, tout simplement parce qu'elles passent via des transactions qui sont déjà sécurisées et qui donc ont pu être exemptées par le régulateur. Comment est-ce qu'American Express gère ces choses-là en particulier? En fait, on a un modèle qui est particulier, on a un modèle qu'on appelle un modèle en circuit fermé, c'est-à-dire qu'American Express émet la carte pour le titulaire, mais c'est aussi American Express qui accepte la transaction chez le commerçant. Donc, on a un circuit fermé, ce qui veut dire que l'information, elle reste sur notre réseau. Et là, on s'oppose un petit peu au modèle bancaire plus classique que tout le monde connaît. Vous avez un émetteur de carte
vous avez un titulaire de carte qui a une banque et qui, lorsqu'il va chez un commerçant, a régulièrement une autre banque. Et donc, évidemment, la communication entre ces deux banques, elle est rarement idéale, elle prend du temps et il peut y avoir de la perte d'informations. Avec ce modèle fermé, on a noté que depuis la mise en place finalement de ce système PSD2, on a plus de 98% de nos transactions qui continuent à fonctionner de manière fluide. Donc ça, c'est un vrai plus du circuit fermé. Et la dernière chose que je voudrais mettre en avant sur que fait American Express pour simplifier les choses, et ben en fait, grâce à ce circuit fermé, on est capable de demander à nos titulaires de cartes de pouvoir prélister un certain nombre de commerçants qui seront appelés des commerçants de confiance et pour lesquels notre technologie permettra d'éviter de passer par l'authentification forte et donc une transaction beaucoup plus fluide. On n'est pas obligé de recevoir des SMS, on n'est pas obligé d'envoyer des mots de passe. Sur ces commerçants de confiance qui auront été prélistés par les titulaires de cartes, vous allez pouvoir avoir un process de transaction fluide et direct. Merci Arnaud. Je vais me retourner vers Niki. On vient de faire une page, enfin une partie plus sécurité, réglementation. Si effectivement on est sur la page prospective, innovation, Niki, on sait effectivement que les paiements sont un point essentiel dans la chaîne de la commande publique. Et une solution de paiement qui n'est pas digitalisée crée un point de rupture. Donc si on se place effectivement par rapport aux dernières innovations ou aux tendances du marché, Niki, pour vous, pourriez-vous nous dire quelle est votre vision Visa justement pour aider les institutions publiques à évoluer sur cette digitalisation totale? Effectivement, Sandrine. Donc, du coup, effectivement, on va changer un tout petit peu de registre. Forcément, moi, je vais continuer sur le thème de la digitalisation des paiements, au risque d'être un petit peu prospectif de temps en temps, si vous le permettez. Parce qu'en fait, ces moyens de paiement répondent aux besoins de pilotage des achats avec la consolidation des données, de fluidification et de simplification des processus avec le paiement intégré, et puis aussi répondre à des besoins de performance économique qui sont de plus en plus recherchés, que ce soit dans la sphère privée que dans la sphère publique. Et du coup, par rapport aux discussions qui ont eu lieu autour de cette conférence, il est clair qu'il y a déjà des axes d'achat qui ont été dématérialisés et digitalisés, tels que la partie des commandes portant sur les déplacements professionnels, où là, on voit bien qu'effectivement, la commande en ligne et le moyen de paiement digital intégré tel qu'une carte logée est déjà bien en marche. Nous, chez Visa, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une opportunité de répliquer ces cas d'usage de paiement qui ont prouvé leur efficacité sur des catégories d'achats que l'on peut qualifier de non stratégiques ou de non récurrents. Et ces catégories d'achats représentent souvent un grand nombre de transactions. Alors, par exemple, je vais évoquer tout ce qui est équipement de bureau, petites fournitures, les achats ponctuels. Et aujourd'hui, ces transactions, elles sont souvent faites de manière fragmentée, que ce soit par rapport au support de paiement ou même au canal de paiement. Et elles engendrent des coûts indirects importants. Du coup, ce que l'on constate vis-à-vis de ce défi, c'est qu'il y a une accélération de la demande pour des cartes virtuelles comme élément d'automatisation de la chaîne achat. Alors, je rappelle juste que ce que j'entends par carte virtuelle, donc ce sont des cartes de paiement centralisées et qui sont émises pour un usage unique ou pour un usage limité, en tout cas ponctuel. Et du coup, les cartes virtuelles conjuguent la souplesse d'utilisation, la sécurité du paiement et l'intégration automatisée dans les plateformes d'achat. Et là où la carte virtuelle devient très innovante, c'est quand elle s'intègre dans les supports de téléphone mobile pour adresser les achats de proximité. Du coup, ce qui peut permettre aux agents d'effectuer des achats de manière totalement sécurisée et contrôlée, puisque finalement la carte est paramétrée en amont et elle est poussée dans un téléphone mobile. Et du coup, restituée, le téléphone mobile devient un support de paiement. Et ça, c'est ce que l'on voit, c'est ce que, à notre sens, sera le futur des paiements. Et du coup, si je veux résumer l'idée, c'est de dire que voilà, l'innovation des paiements va dans le sens de la dématérialisation totale des commandes.
Merci Niki. Alors, merci pour cette prospective. Donc, tous à vos téléphones portables pour les futurs paiements de proximité avec les paiements virtuels et totalement sécurisés. Donc, on vient de voir effectivement que ça évolue très vite, mais en France, nous avons un très très vieil et grand ami qui s'appelle le chèque et qui est encore utilisé par les entités publiques. Tout à l'heure, je vous révélerai les résultats du sondage et vous verrez effectivement que le chèque a encore une partie d'activité. Il est quand même, bien évidemment, aujourd'hui en perte de vitesse et il ne correspond pas du tout aux besoins de dématérialisation des organisations et ce n'est pas forcément quelque chose qu'apprécient fortement les banques. Donc, je vais me retourner vers Olivier. Olivier, à votre avis, est-ce qu'on peut proposer finalement, en dehors de ce qu'on a déjà vu, une autre alternative à ce moyen de paiement? Alors la réponse est oui, et heureusement d'ailleurs, parce que comme vous dites Sandrine, effectivement le chèque est en perte de vitesse, mais encore bien présent et encore trop présent. Hein. En tant que représentant d'une banque, il est vrai que nous, établissements bancaires, nous n'aimons pas trop ce type de moyen de paiement. Maintenant, il tend à disparaître et j'ai envie de dire heureusement, puisque c'est un moyen encore matérialisé, là où on est à l'ère du digital. Il faut savoir que le chèque aujourd'hui est en baisse de tous les ans, à peu près de 41%. Donc, on tend vers zéro, mais on va encore avoir de belles années devant nous, en tout cas pour le traitement des chèques. Et de toute façon, nous, les banques, on va être moteurs sur la proposition et la suggestion d'autres types de moyens de paiement qui pourraient être à la fois des moyens de paiement dits classiques et basiques, hein, ceux que tout le monde connaît, ceux que d'ailleurs les particuliers utilisent, hein, ça va être le virement, ça va être le prélèvement, mais ça va être aussi la carte. Et la carte, on en a longuement parlé lors de cet atelier, la carte, ça sera la carte achat, ça sera la carte affaires, ça pourrait être la carte logée, ça pourrait être aussi la carte virtuelle que nous proposons à l'ensemble des entreprises aujourd'hui, hein, une carte qui est totalement dématérialisée. Et en tout cas, on espère bien que ces moyens de paiement vont faire disparaître au final le chèque. Après, HSBC est une banque aussi internationale et je voulais juste vous mentionner un petit exemple par rapport justement à cette disparition annoncée du chèque. Nous avons récemment traité et discuté avec les autorités publiques du Québec qui, dans leur législation, jusqu'en mi-2020, imposaient quelque part le chèque comme moyen de paiement à l'ensemble des entreprises et acteurs publics d'autres pays, comme la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, en France. Donc, heureusement, la législation a changé et aujourd'hui, HSBC travaille étroitement justement avec la Caisse des dépôts et de placement du Québec, avec les autorités et les ministères canadiens, pour remplacer le chèque par d'autres moyens de paiement. Alors, je ne vous cache pas qu'on est aujourd'hui beaucoup plus sur le basique parce que le virement reste malgré tout un moyen de paiement très très facile à utiliser, mais on a bien évidemment évoqué toute la partie carte et je ne cache pas l'intérêt que nos amis canadiens ont aujourd'hui pour justement ce moyen de paiement totalement dématérialisé qui est la carte. Voilà. Alors, ce sera forcément des cartes achats ou des cartes virtuelles, mais en tout cas, la carte a un meilleur avenir en tout cas que le chèque. Merci Olivier. Effectivement, on peut s'étonner qu'il y ait encore de l'utilisation de chèques dans les entités publiques, mais c'est vrai que parfois, c'est une solution qui peut dépanner et qui rend encore service. Donc, bientôt, effectivement, nous n'aurons, grâce à l'utilisation de l'ensemble des solutions de paiement dématérialisées, plus de chèques, on va dire ça. Si on revient sur les solutions de paiement, donc on a vu différentes solutions, plusieurs usages finalement, et puis l'enseignement de tout ça, c'est qu'à chacune de vos catégories de dépenses, vous avez une solution en face de vous qui va vous convenir.
Si on est toujours un peu dans la prospective, je vais me retourner vers Tristan. Finalement, pour vous, quel était jusqu'à aujourd'hui l'enjeu entre carte corporate, carte carburant, carte affaires, carte OG, etc. Alors, moi, je pense qu'effectivement, le secteur des paiements est un secteur qui bouge beaucoup en ce moment. C'est un secteur à la fois très vieux, très ancien, où il y a eu des contraintes technologiques qui ont fait que les usages, quelque part, se sont adaptés aux contraintes technologiques. Donc, on a créé des cartes par différents segments. Moi, je pense que le sens de l'histoire, et c'est ce qu'on entend avec les innovations de tous les acteurs, c'est qu'on va avoir idéalement une uniformisation de tout ça. Il faut voir, au niveau personnel, on a tous, parce qu'on est des particuliers, on a tous une carte de paiement, on utilise la même carte pour acheter un billet de train, une ramette de papier ou pour aller prendre de l'essence. Et donc, on peut se demander pourquoi ce n'est pas le cas dans un environnement professionnel. Alors, évidemment, le contexte est très différent parce qu'il y a des enjeux d'engagement, de dépenses et de contrôle, mais je pense que toute l'innovation qu'on voit sur les moyens de paiement, notamment au titre du grand public, doivent infuser dans l'univers professionnel. Donc pour vous, finalement, en synthèse, c'est quoi l'apport de ces nouvelles technologies justement par rapport à toutes ces cartes? Je pense qu'il y a un mix entre la partie paiement, donc comment on apporte du contrôle, de la vérification, toutes les technologies de paiement. Il y en a beaucoup qui arrivent, les cartes virtuelles, fusionner ces cartes-là. Il y a aussi une partie logicielle, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les utilisateurs, il y a évidemment des gestionnaires, il y a beaucoup de gestion administrative. Et pareil, il faut que le logiciel qui sert à remonter des cartes mobilité, des cartes d'achat, des billets de train, des ramettes de papier, soit adapté aux différents use cases. Et on pourrait peut-être aller vers une carte qui est un peu universelle et puis des logiciels derrière ou des ensembles de logiciels qui s'adaptent aux différents use cases. Cas d'utilisation, pardon. Si j'ai bien compris, Tristan, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à terme, en fait, au lieu de me promener avec un portefeuille de cartes qui va répondre à différents usages, la tendance, c'est plutôt effectivement travailler sur une carte qui sera multi-usage. Oui, effectivement, peut-être que l'un des rêves qu'on peut avoir, en tout cas, nous, c'est la vision qu'on porte, mais c'est d'avoir une seule carte avec beaucoup de services dedans, beaucoup de logiciels. Et moi, ce que je pense, c'est que plus la carte, elle est techniquement contrôlée, avec des paramétrages, du contrôle adapté aux différents cas d'utilisation, plus il y aura de contrôle, plus finalement l'utilisateur aura une sensation de fluidité et de liberté. Merci Tristan. Alors nous allons dévoiler les résultats du sondage. Alors que je ne me trompe pas, je ne relance pas, je partage les résultats. Donc normalement, effectivement, tout le monde voit le résultat du sondage. Donc, bon, bien évidemment, le virement est le moyen le plus utilisé, hein, ce qui est normal puisque c'est quand même le moyen traditionnel et notamment dans le secteur public d'effectuer les règlements via le trésorier général payeur. Et le chèque, vous voyez que le chèque dont on annonçait la disparition rend encore ses services, hein, puisque 13% de nos participants, de nos spectateurs ont effectivement déclaré qu'ils utilisaient encore le chèque. La régie, hein, c'est la régie d'avance hein, qui effectivement sert beaucoup encore en termes de dépannage au niveau des entités publiques. Hein. La régie d'avance permet effectivement de se sortir de pas mal de situations, notamment avec les cartes qui sont mises à disposition par les trésoriers généraux payeurs. La carte achat, 45% de nos spectateurs utilisent la carte achat, ce qui est un très beau score, hein, puisque la carte achat est implantée depuis 2005. Pour vous donner à peu près quelques chiffres, en France, la carte achat, c'est à peu près 600 millions d'euros de transactions réparties entre l'État et les collectivités, enfin et l'ensemble du reste du monde public, hein, l'État étant le plus gros faiseur sur cette partie-là. La carte pétrole, toujours pas mal utilisée dans les comptes publics. Et la carte logée aussi à 21%. Et la carte affaires, qui est effectivement un outil très intéressant, qui est réglementé, qui donc peut être utilisé
dans cette partie. Donc, finalement, nous avons un panel de spectateurs extrêmement avancé en termes de solutions de paiement. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce sondage. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, puisqu'on a quelques minutes pour répondre à quelques questions. Donc, je ne suis pas une professionnelle de Zoom. Alors, est-ce que les professionnels du Zoom voient les questions qui les intéressent? Ou est-ce que, oui, Tristan, je vois Tristan faire oui. Oui, il y a eu dans les questions et réponses, donc je m'improvise animateur des questions. On a eu depuis le début de la conférence. Oui, alors Vous voyez, enfin, je prends l'initiative, mais je ne suis pas capable de répondre à toutes ces questions, donc je vais demander à mes co-animateurs. Est-ce qu'il y a des… Sinon, vous pouvez relancer des questions directement sur le… Ça fait plus de 10 ans que la réglementation de la carte logée doit être étendue aux collectivités territoriales. Quelle lenteur! C'est vrai. Alors, à ce sujet, on y travaille avec l'ensemble des émetteurs et l'APK, hein, la carte logée est encadrée pour l'ensemble de l'État et pour le secteur public local. La carte logée est toujours en expérimentation, c'est vrai, depuis plus de 10 ans. Donc, nous sommes en train d'essayer de faire évoluer les choses puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la carte logée, d'abord, elle est extrêmement sécurisante pour l'ensemble des acteurs qui l'utilisent. Elle apporte de la valeur ajoutée aux entités publiques. Et puis, Covid-19 passant par là, elle a été un soutien, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, Maxime, enfin tous les opérateurs, puisque Visa, à travers ses émetteurs, HSBC, qui est là aussi avec Mastercard, font tous de la carte logée. Voilà, donc ça a été effectivement un facteur déterminant pour soutenir les agences de voyage et éviter qu'elles s'écroulent. Donc, nous avons bon espoir qu'elles soient généralisées rapidement. Il y a eu une question technique en début de conférence sur un décret 2044-144 relatif à l'exécution des marchés publics par carte achat. Les marchés faisant l'objet d'une avance forfaitaire obligatoire ou facultative ne peuvent pas faire l'objet d'une exécution par carte achat. Oui, je peux aussi répondre à cette question. C'est côté fournisseur, ça, c'est pas côté carte achat, il me semble, non? Si, mais je vais laisser Xavier qui doit pouvoir répondre. Sinon, je peux. Tu n'as pas ton micro d'allumé, Xavier. J'ai déjà répondu à une ou deux questions via la plateforme. Je te laisse répondre au pourquoi du comment, mais j'ai lu la question, effectivement. Oui, alors un marché exécuté par un marché qui est payé, qui subit une avance forfaitaire, subit une avance forfaitaire de facto, dès lors qu'il dépasse 50 000 euros. Et donc, on ne peut pas avoir un marché qui bénéficie d'une avance forfaitaire et en même temps payé par carte achat, puisque la carte achat, je le rappelle, c'est comme la carte logée, c'est un paiement immédiat pour le fournisseur. Donc, si une entité publique émet un marché qui, de par la réglementation, bénéficie d'une avance forfaitaire, il faut qu'elle demande au fournisseur de renoncer à l'avance forfaitaire pour bénéficier du paiement par carte achat. On ne peut pas faire coexister les deux moyens de paiement ensemble. Effectivement, ça serait une contradiction, de toute façon, entre l'avance et la carte d'achat, qui ne s'exécute pas au même moment, en plus. Une question également, Sandrine, sur le chat, sur est-ce que la carte logée peut être utilisée pour tout type d'achat, autre que les déplacements? Ça, je peux peut-être y répondre si vous voulez, Sandrine. Oui. Et puis après, peut-être que Maxime voudra rajouter, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc, en fait, la carte logée, elle a été à l'origine créée pour pouvoir répondre aux besoins liés au déplacement. Ça veut dire que techniquement, derrière, les flux sont connectés avec les acteurs du déplacement, donc notamment l'aérien, notamment les agences de voyage, le train, tout ce qui est agence de location de voitures également. Donc, en fait, la carte logée, elle est vraiment dédiée à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les intérêts de la carte logée qu'on a décrits
Donc la partie trésorerie, la partie relevé, la partie reporting, et ben, en fait, on peut très bien les avoir sur d'autres moyens de paiement qui correspondent plus à d'autres commodités d'achat. Donc, par exemple, sur l'utilisation de la carte achat peut être utilisée donc avec beaucoup d'autres commerçants et avoir plus ou moins les mêmes avantages que ceux qu'on a cités pour la carte logée. Maxime, si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, mais complètement d'accord avec Arnaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous sollicite beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, pour étendre la carte logée, mais sur la partie plutôt mobilité, donc qui va rester dans le domaine du voyage d'affaires et toute la mobilité. Par contre, après, je rejoins complètement Arnaud que les autres achats sont plutôt faits par carte achat directement. Niki, je crois qui est concentré, je crois que pour répondre à cette question, la carte virtuelle couvre aussi un pan de dépenses qui n'est pas forcément couvert via la carte logée dans le voyage. Il faut allumer le micro. Oups. Pardon, j'ai tout fait tomber. La carte virtuelle, par défaut, peut du coup répondre à l'ensemble des demandes de dépenses centralisées. Que ce soit en déplacement, alors en complément de la carte logée ou pas, mais que ce soit aussi pour l'ensemble des achats des entités publiques ou des entreprises. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je ne verrai pas? Une question d'un spectateur anonyme qui vous demande si vous ne pensez pas que les entités publiques craignent de perdre la maîtrise de leurs dépenses par l'utilisation de ces outils. Tristan. Alors, quels outils? Je ne sais pas, puisque cet outil, ça suit à la carte logée. Donc, ça suit à la carte. Anonyme, je ne peux pas savoir. En fait, la question, moi, je dirais que c'est le contraire. Oui. Je dirais que c'est l'opposé pour ma part. Au contraire, quels que soient les outils dont on parle, c'est vrai pour la carte logée, mais c'est vrai pour la carte achat également. Tous ces outils-là sont des outils qui vont permettre véritablement, au contraire, de prendre le contrôle sur les dépenses, puisque de manière simple, ça donne une visibilité exhaustive et facile d'accès sur l'ensemble des dépenses qui passent via ces moyens de paiement. Donc, encore une fois, quel que soit l'outil qui va être utilisé, vous, au contraire, vous prenez le contrôle de vos dépenses, là où auparavant, alors, on a cité le chèque est certainement pas le meilleur, par exemple, le meilleur moyen de paiement pour pouvoir prendre le contrôle. Je pense que le chèque, c'est l'opposé, par exemple. Si je peux compléter. Cette question juste, et puis après, je laisse la parole à Niki. Elle est quand même assez révélatrice puisque quand avec l'APK, on travaille avec différentes structures publiques pour justement les aider à mettre en place ces solutions de paiement, c'est quand même une crainte et une appréhension au départ, c'est-à-dire que est-ce que en utilisant l'ensemble de ces solutions justement digitalisées, je ne veux pas perdre le contrôle de ce qui se passe. Donc c'est aussi révélateur finalement d'une inquiétude, mais comme vient de le dire Arnaud, au contraire, c'est plutôt un renforcement extrême de la dépense et un visu en direct, finalement, in fine, de ce qui se passe et détaillé. Niki, je te laisse la parole. Oui, pour juste préciser là, dans la continuité des propos d'Arnaud, c'est que ce soit carte achat, carte logée, carte virtuelle, ce sont des moyens de paiement donc, que l'on appelle centralisés. Et l'avantage de ces moyens de paiement, c'est que le contrôle est fait en amont de la dépense, d'où une sécurité accrue. Le rêve, je pense qu'on a tous, c'est d'avoir effectivement une carte de paiement physique ou virtuelle et que quelque part, chaque utilisateur, on lui dise cette carte ne sert à payer que tel montant chez tel cas d'utilisation, tel marchand, tel jour, et d'ouvrir quelque part les droits au fur et à mesure. Comme ça, voilà, le moyen de paiement, qu'il soit physique ou virtuel, n'est utilisé que pour tel ou tel cas d'utilisation avec évidemment une ergonomie pour que dans le quotidien des entités publiques, ça puisse être ouvert, fermé facilement.
Oui, si je peux me permettre, moi, en tant qu'acteur public, étant de l'autre côté, et pour rassurer, effectivement, j'ai répondu à un moment donné à une question sur les verrous qu'on connaît, nous, derrière les organismes, alors que les organismes qui ont mis en place la carte d'achat, qui sont entrés et qui ont adhéré à nos marchés ont souvent mis aussi des garde-fous, hein, des chartes, ont organisé autour de la carte certains contrôles et maîtrisent complètement leurs dépenses. C'est vraiment pas un souci et ça se passe plutôt bien. Alors certes, j'indiquais tout à l'heure que selon certains indicateurs, il y a des choses à regarder, mais ces choses qui sont à regarder, c'est juste parce qu'on ne propose pas, nous, aujourd'hui, les bons outils pour les bons achats. Et donc, c'est ce panel d'outils. Alors après, comment, est-ce que c'est une seule carte ou plusieurs cartes? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est justement offrir les bons moyens de paiement, les bonnes solutions pour lever ces peurs et lever des contraintes. Mais aujourd'hui, nos organismes qui jouent le jeu et qui travaillent là-dessus, je peux vous dire qu'ils maîtrisent complètement leurs dépenses. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas avoir peur pour mes confrères qui nous écoutent de regarder, de sourcer, de se renseigner et de se lancer. Hein. Il y a vraiment aucun problème. Une autre question qui peut rebondir là-dessus, qui est également d'un autre spectateur qui dit que sur cet aspect, ne croyez-vous pas qu'en fait ce soit le comptable public qu'il faut convaincre, car c'est lui l'acteur du contrôle a priori de la dépense, plus que les acheteurs? Alors je peux répondre? Sandrine, c'est effectivement une bonne question parce que c'est une question qu'on se pose, effectivement. Alors par contre, c'est peut-être à nous, acheteurs, de convaincre le comptable public et parfois on y arrive et parfois on y arrive un peu moins. Mais la question qui a été posée est judicieuse parce que effectivement le comptable est dans la chaîne et vraiment un maillage important de cette chaîne. Donc il faut lui apporter tous les éléments qui lui permettent de le rassurer, parce qu'en définitive, c'est ça, il faut le rassurer. On vous a répondu, bon courage, ils sont durs en affaires. Ça dépend des négociateurs. C'est vrai, je reconnais. Le propos de Xavier sur les comptables publics, n'hésitez pas, en tant qu'entité publique, si vous voulez aller par exemple sur la partie carte achat, à vous appuyer sur la DGFiP, le bureau CL2C, les moyens de paiement. Il faut savoir qu'à l'intérieur de chaque trésorier général, il y a finalement un délégué de ce bureau qui est là justement pour aider les comptables publics, leur expliquer, éventuellement les informer sur la législation autour de la carte achat. Donc, si vous aviez des problèmes ou des difficultés à convaincre un agent comptable, il faut s'appuyer sur le bureau CL2C de la Direction générale des finances publiques, qui a effectivement des gens qui sont dédiés dans chaque trésorerie pour vous aider. Alors, on vous demande aussi si vous avez des exemples d'entités qui ont réussi ce passage à convaincre, j'imagine qu'on est dans le même sujet, et en fait des exemples d'entités qui ont franchi ce passage d'utilisation de nouvelles cartes. Sur la carte achat, ça a été un peu répondu par Lucas, mais est-ce que vous avez d'autres exemples que vous pouvez citer, qui permettent un peu aussi peut-être aux acheteurs de partager les exemples de ceux qui l'ont fait et qui en sont plutôt satisfaits? Sur la carte achat, il y a le département des Hauts-de-Seine, il y a la région Île-de-France qui vient de lancer un marché, il y a la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant en Guadeloupe qui passe à la carte achat, hein, qui va passer plus de 2 millions d'euros par an carte achat, et puis carte logée. Autre carte, je laisse les différents émetteurs donner des exemples. Bon, il y a la plupart pour la carte logée, la plupart des ministères, la plupart des EPIC, la plupart
beaucoup d'entreprises publiques, donc je le disais également, qui l'utilisent. Enfin, la carte logée est utilisée dans de très nombreuses. Je pense qu'on a plus de 200 clients dans le secteur public. Sans citer de nom, spécifiquement, chez American Express, on a plus de 200 clients dans le secteur public. Et pour la carte achat également, par ailleurs, moins, mais on en a également. Écoutez, il est 59, donc merci pour l'ensemble des spectateurs et des intervenants pour cette table ronde qui a été riche en échanges, qui est parfois un peu technique et complexe, mais qui est toujours très très prisée. On n'a pas encore fixé la date, mais pour pouvoir échanger plus longuement et sur des thématiques bien précises, on va organiser un after work, comme on dit, je ne sais pas comment on traduit en français, mais une réunion spécifique sur laquelle on sera bien évidemment moins nombreux, donc vous serez conviés, vous serez invités à y participer et l'idée est de refaire pas une table ronde là, mais de faire plutôt effectivement une réunion d'échange pendant laquelle on va pouvoir vraiment aller plus dans le détail de chaque produit et dialoguer avec l'ensemble de nos experts que nous avons réunis autour de la table. Donc je remercie l'ensemble des participants et puis je vais céder la parole à Éric Duverger donc de WePerformance qui va ouvrir notre dernière table ronde sur les bonnes pratiques dans les marchés publics. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci Merci. bien. Très bon après-midi. Au revoir. Au revoir.